À quel moment êtes-vous passé du côté des méchants dans la vie de quelqu'un? Lorsque mon mari Tom, qui a 63 ans, s'est mis à écumer les cabinets médicaux pour obtenir du Xanax et qu'il s'est endormi à un feu rouge avec nos petits-enfants à l'arrière, j'ai pris sur moi de remplacer discrètement tous ses cachets par de la vitamine B12 pendant qu'il dormait. 2 semaines plus tard, après un sevrage atroce, je lui ai tendu le flacon de vitamine en lui révélant qu'il n'avait rien avalé d'autre depuis 14 jours. Plutôt que de me remercier, il s'est mis à crier, parlant d'empoisonnement et d'agression. Le lendemain, il a demandé une ordonnance de protection d'urgence pour maltraitance sur personne âgée, a prévenu toutes les pharmacies de la région que j'étais dangereuse et s'est mis à enregistrer mes moindres paroles pour constituer un dossier prouvant que j'étais folle et que je voulais sa peau. À quel moment devient-on le méchant dans la vie de quelqu'un? Tom, lui qui n'avait jamais touché à la drogue en 63 ans, s'est retrouvé du jour au lendemain dépendant au Xanax. Tout a basculé lorsque son médecin lui a prescrit des antidouleurs suite à une opération du dos, censée durer 2 petites semaines. Avant, Tom me préparait le café avec ses tomates du jardin, fabriquait des nichoirs violets pour les petits-enfants et passait chaque dimanche à leur apprendre les nœuds de pêche. Désormais, il s'affalait dans son vieux fauteuil, fixant le plafond comme s'il y voyait des signes cachés dans le mouvement des pales du ventilateur. Il a commencé à multiplier les rendez-vous médicaux, jusqu'à consulter 3 médecins différents dans la même semaine, se plaignant de douleurs insupportables. Quand on a refusé de renouveler ses ordonnances, il a trouvé d'autres combines. Notre épargne retraite fondait à vue d'œil, 500 € par-ci, 1000 par-là. Il manquait les dîners familiaux du dimanche, oubliait de récupérer les petits-enfants, puis me mentait sur ses allées et venues. Le plus dur, c'était de le voir s'endormir en pleine conversation avec notre petite fille de 7 ans, les mots s'en mêlant dans sa bouche. À chaque tentative de discussion, il se braquait. « J'en ai besoin pour la douleur, Martha. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'as jamais eu mal comme ça. Ce n'est pas une addiction. C'est un traitement. » La goutte d'eau? Le jour où Tom a emmené les petits à l'école. Notre fille m'a appelé, affolée. Il s'était assoupi à un feu rouge, les enfants à l'arrière. C'est notre petite fille de 7 ans qui l'a secoué pour le réveiller, sous les klaxons furieux des voitures. Heureusement, ils s'en sont sortis indemnes. Ce soir-là, je l'ai observé recompter ses pilules une 3e fois, les transvasant d'un flacon à l'autre comme un joueur de bonneteau, les mains tremblantes à l'idée de devoir rationner jusqu'au prochain renouvellement. Debout dans l'embrasure de la porte de notre chambre, j'ai regardé cet homme qui portait le visage de mon mari, et j'ai compris qu'il fallait agir, même si je devenais à ses yeux la pire des femmes. Cette nuit-là, une fois Tom endormi, j'ai vidé tous ces flacons pour les remplacer par de la vitamine B12. Elles étaient identiques à s'y méprendre. Puis, j'ai passé une série d'appels. Toutes les pharmacies à 80 km à la ronde ont reçu la photo de Tom et mon avertissement sur sa dépendance. J'ai contacté ses 3 médecins, ses copains de pêche susceptibles d'avoir des ordonnances, même son frère opéré du genou l'an passé. Je leur ai tout expliqué, les suppliant de ne plus rien lui donner. Le pire a été d'appeler son fournisseur, un certain Brandon, gamin dont on ne savait rien. Ma fille a joué les agents de la brigade des stupes, le menaçant de poursuites s'il continuait. Je savais que l'enfer m'attendait. J'avais étudié les effets du manque, préparé la salle de bain, annulé nos projets pour les 2 semaines à venir. J'allais devoir regarder mon mari souffrir, et j'en serais responsable. Dès le 1er jour, Tom s'est plaint que les cachets n'avaient plus d'effet, et en a pris davantage. Au 2e, il transpirait à grosses gouttes, tremblait en tenant sa tasse de café. Le 3e, c'était pire. Vomissements, crampes, démangeaisons insupportables, le sevrage pur et dur. Il ne dormait plus, errait dans la maison au beau milieu de la nuit, fouillait dans l'armoire à pharmacie à la recherche d'une vieille boîte oubliée. Avec la quantité qu'il ingurgitait, parfois jusqu'à 12 comprimés par jour, il en payait le prix. Au 5e jour, la crise semblait passer. Épuisé, il a recommencé à manger, regarder la télé, demander des nouvelles des enfants. Au 7e, il avait meilleure mine, s'était lavé, rasé, s'était installé avec moi sur la terrasse. J'ai cru qu'on avait traversé le pire, mais j'aurais dû me méfier. Le 8e jour, rechute violente. Je l'ai retrouvé au sol, dans la salle de bain, à 4 heures du matin, les bras en sang tant il s'était gratté, hurlant que ses os brûlaient. « Martha, s'il te plaît, je vais mourir. Juste un comprimé, rien qu'un, pour arrêter en douceur. » Il délirait, voyait des insectes sur les murs, sa mère décédée dans un coin. J'avais la trouille d'une crise d'épilepsie. J'ai failli céder, sortir de vraies pilules. Il me suppliait de le laisser mourir, disait que la souffrance du dos, à côté de ça, c'était rien. Je l'ai pris dans mes bras alors qu'il tremblait, me demandant si je n'étais pas en train de commettre une folie. Et si ça le tuait? Si je le torturais pour rien? S'il avait vraiment besoin de ce traitement? Si, au fond, je n'étais qu'une vieille mégère persuadée de tout savoir. Mais au bout de 14 jours, Tom était redevenu stable. Il mangeait normalement, dormait toute la nuit, fredonnait même sous la douche. Je me suis dit que le moment était venu. Je lui ai montré le flacon de vitamines. Tout raconté. Tu es sobre depuis 2 semaines, Tom. Tu l'as fait. Tu es libre. J'espérais du soulagement, de la gratitude. Mais son visage s'est fermé. Tu m'as empoisonné. Tu m'as fait vivre un cauchemar. Soudain, il s'est tenu le dos, hurlant de douleur, disant que c'était pire qu'avant. J'ai besoin de mes médicaments. Tu ne comprends pas. La douleur est revenue. Mais on savait très bien, tous les deux, où était la vérité. La douleur est revenue au moment où il a compris que les comprimés n'étaient pas les bons. C'est là que j'ai saisi que son addiction était plus forte que tout l'amour que je pouvais lui offrir. Tom a frappé le plan de travail de la cuisine d'un coup si violent que le sucrier a failli voler. Il a arraché ses clés du porte-clés près de la porte, en hurlant sur les avocats spécialisés en divorce et en s'écriant qu'aucun juge ne laisserait une empoisonneuse approcher de ses petits-enfants. Il a claqué la porte avec une telle force que les vitres ont tremblé. Je suis restée plantée devant la fenêtre du salon, à le regarder filer au volant de son pick-up, projetant des graviers sur la pelouse qu'on avait plantée ensemble il y a 30 ans. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler. 20 minutes plus tard, Jessica est arrivée, encore en blouse d'hôpital, et s'est précipitée jusqu'à la porte.
Tom lui avait laissé un message vocal où il hurlait que je l'empoisonnais depuis 2 semaines. Elle m'a trouvé debout devant la fenêtre, fixant l'allée vide comme si je m'attendais à le voir revenir, redevenir lui-même. On s'est installé à la table de la cuisine, celle où j'avais servi des milliers de repas de famille, et je lui ai tout raconté. Les multiples rendez-vous, les 3 cabinets visités en 1 semaine, le dealer nommé Brandon, comment j'avais remplacé les comprimés par de la vitamine B12, comment j'avais appelé toutes les pharmacies de Columbus avec sa photo. À mesure que je parlais, le visage de Jessica se durcissait, sa mâchoire se crispait comme quand, petite, elle s'interdisait de pleurer. Elle secouait la tête sans arrêt, marmonnant des mots sur la manipulation. À 2 heures du matin, un bruit brutal à la porte d'entrée m'a réveillée. Tom est rentré en titubant, se cognant contre les murs du couloir, les pupilles dilatées comme des trous noirs. Il s'est planté au-dessus de mon lit, haletant, empestant la cigarette et une odeur chimique. Là, il s'est mis à hurler que son sevrage aurait pu le tuer, que les crises étaient mortelles, que j'étais une criminelle. Je suis restée les yeux fermés, glissant discrètement mon téléphone sous la couette, lançant l'enregistrement pendant qu'il me menaçait de poursuite pour tentative de meurtre. J'avais déjà le doigt sur la touche 9, prête à composer la suite. Finalement, il a titubé jusqu'au salon. Le matin venu, je l'ai retrouvé affalé sur le canapé, inconscient, une boîte de médicaments vide à ses pieds. L'étiquette portait le nom d'Harold Morrison, inconnu au bataillon. J'en ai pris une photo et l'ai rangée dans un dossier que j'avais commencé dans le classeur, juste derrière nos déclarations d'impôts. Puis j'ai préparé des œufs et du bacon, comme tous les matins, laissant l'odeur envahir la maison pendant que Tom ronflait sur le canapé. Vers 10 heures, le téléphone a sonné. C'était le cabinet du docteur Hartley. L'infirmière semblait nerveuse. Tom s'était précipité dès l'ouverture, réclamant ses dossiers médicaux, hurlant au scandale, au poison, à la faute professionnelle. Elle m'a prévenu qu'il affirmait que j'avais modifié ses médicaments sans son accord, ce qui pouvait être considéré comme une agression dans l'Ohio. J'ai laissé tomber ma tasse de café, qui s'est brisée sur le lino, le liquide brun s'étalant sur le sol. Le mercredi suivant, Jessica est venue avec les enfants pour leur visite habituelle. Tom les a accueillis à la porte et a refusé de les laisser repartir, répétant à Jessica que j'étais dangereuse. Emma, 7 ans, s'est ruée vers moi pour m'enlacer, pendant que Tom lui racontait que sa grand-mère avait fait du mal à son grand-père. Jessica a sorti son téléphone en disant « J'appelle la police ». On est resté là, figé dans le salon, entouré des nichoirs violets de Tom, suspendus au crochet qu'il avait posé le printemps dernier. 15 minutes plus tard, 2 policiers sont arrivés. Tom s'est transformé, expliquant très calmement l'agression médicale dont il était victime, brandissant ses ordonnances, son dossier, et même les textes de loi de l'Ohio sur la falsification de médicaments sur son téléphone. Le plus jeune des policiers me lançait des regards compatissants, tandis que Tom racontait comment j'avais discrètement remplacé ses traitements. Ils m'ont conseillé de chercher un endroit où passer la nuit. Je suis montée dans notre chambre et j'ai sorti la valise achetée pour notre croisière d'anniversaire. Tom s'est posté dans l'embrasure de la porte, me regardant pendant que je pliais chemise et pantalon, ceux que je lavais depuis 40 ans. Son regard était devenu glacial, calculateur. J'ai pris la boîte à bijoux de ma mère sur la commode, celle qu'elle m'avait confiée avant sa mort, avec le pressentiment que je ne reviendrais peut-être jamais la chercher. Carole est venue me chercher 1 heure plus tard. Je me suis installée dans sa chambre d'amis, celle qui appartenait autrefois à sa fille. Autour d'un thé, elle m'a avoué que Tom l'avait appelée la semaine précédente en pleurant, racontant à quel point j'étais cruelle. Il avait été si convaincant que, si elle ne me connaissait pas, elle l'aurait sans doute cru. Sa voix s'est éteinte, et j'ai vu le doute s'installer dans son regard. 3 jours plus tard, la sonnette a retenti chez Carole. Un adjoint du shérif était là avec des papiers. Tom avait demandé une ordonnance de protection d'urgence pour maltraitance envers une personne âgée. Les papiers précisaient que je devais rester à 500 pieds de Tom et de la maison. L'adjoint n'osait même pas me regarder, alors que cela faisait 20 ans qu'on partageait le même banc à l'église. J'avais 24 heures pour récupérer mes affaires, sous escorte policière. Le lendemain matin, l'agent Robert est venu me chercher chez Carole avec sa voiture de service et m'a ramené dans ce qui était autrefois chez moi. Tom était installé dans son fauteuil, pâle, épuisé, l'air d'un homme malade depuis des semaines. Il a commencé à raconter à Robert toute l'histoire du changement de vitamine, pendant que je fourrais mes vêtements dans des sacs poubelles, expliquant que j'avais failli le tuer avec mon expérience, à quel point il avait eu peur quand le manque l'a terrassé. Martha joue au docteur en remplaçant la vitamine B12. C'est un sacré pari pour quelqu'un qui n'a aucune formation médicale. Je me demande si elle comprenait vraiment ce qu'elle infligeait au corps de Tom pendant ces 14 jours de sevrage infernal. Les yeux de Robert revenaient sans cesse vers moi, pendant que je récupérais mes médicaments dans la salle de bain et les glissais dans mon sac à main, tandis que Tom expliquait comment j'avais contacté toutes les pharmacies pour essayer de couper court à son traitement. J'ai rassemblé tous nos documents essentiels, acte de naissance, contrat d'assurance, relevé bancaire, pendant que Tom racontait calmement à Robert quelles crises et quelles hallucinations j'aurais pu lui faire subir. Il est resté parfaitement posé, allant même jusqu'à demander à Robert s'il ne pensait pas que j'avais besoin d'aide, évoquant l'idée d'un début de démence. Voire pire. J'ai vu le visage de Robert se fermer, son regard me scrutait, comme s'il se demandait si Tom n'avait pas raison, et si je n'étais pas, au fond, celle qui représentait un danger. Cette nuit-là, chez Carole, impossible de fermer l'œil. J'ai étalé toutes mes preuves sur le lit d'appoint. Photos de boîtes de pilules vides retrouvées planquées dans le garage, capture d'écran des messages où Tom me suppliait de renouveler une dernière fois ses ordonnances, chronologie de ses rendez-vous médicaux. Mais chaque pièce semblait bien dérisoire à côté de ce que Tom avait mis en place, la manière dont il jouait la victime auprès de tous ceux qui voulaient l'entendre. J'ai compris qu'il préparait son coup depuis qu'il avait découvert les vitamines, transformant mon geste, pourtant désespéré, en arme contre moi. Le lendemain matin, Jessica m'a appelé en larmes. Tom s'était présenté à l'école pour récupérer les enfants plus tôt, prétextant une glace. La secrétaire a appelé Jessica, étonnée,
puisqu'il n'était pas censé venir ce jour-là. Tom avait alors raconté que Jessica l'empêchait de voir ses petits-enfants à cause de moi, que je l'avais monté contre lui. Le directeur a convoqué Jessica et décidé que dorénavant, toute modification de sortie devrait être validée par les deux parents, comme si ma fille utilisait les enfants pour régler ses comptes. L'après-midi même, j'ai pris rendez-vous avec un avocat, retirant $300 d'un livret d'épargne dont Tom ignorait l'existence. L'avocat a examiné mon dossier de preuves, l'air grave, puis il m'a expliqué que remplacer le traitement de quelqu'un à son insu pouvait être assimilé à une agression, peu importèrent mes intentions. Sur le plan légal, il n'y avait pas de doute. J'avais modifié les médicaments de Tom et il avait de quoi m'attaquer. Ce soir-là, j'ai reçu un appel en numéro masqué. C'était Brandon, le jeune qui fournissait Tom. Il m'a confié que Tom le harcelait pour qu'il témoigne que je connaissais leur arrangement, que je l'avais même menacé. Brandon refusait de s'en mêler, mais voulait m'avertir que Tom enregistrait toutes leurs conversations, dans l'espoir de lui faire dire quelque chose qu'il pourrait retourner contre moi. Dimanche matin, je suis restée garée sur le parking de l'église à regarder les familles bien habillées franchir le seuil. Je n'ai pas eu la force d'entrer, d'affronter les regards et les murmures de ceux qui nous connaissaient depuis si longtemps. À travers les vitres, j'ai aperçu Tom assis à notre place habituelle, 3e rangée à gauche, tête baissée comme s'il priait pour qu'on le sauve. Lundi après-midi, Carole a frappé à ma porte pour m'annoncer qu'une personne des services de protection des adultes voulait m'interroger à propos d'une suspicion de maltraitance. L'enquêtrice s'est installée à la table de la cuisine de Carole et m'a posé des questions franches sur ma santé mentale, sur d'éventuels accès de colère envers Tom ou un passé de comportement autoritaire. Carole tentait de prendre ma défense, expliquait la dépendance de Tom, tout ce que j'avais enduré, mais l'enquêtrice notait que les proches ferment souvent les yeux sur les abus. Mardi soir, le docteur Hartley m'a appelé discrètement sur mon portable. Il avait consulté les dossiers médicaux de Tom sur 2 ans, relevé les demandes d'ordonnance, les doses qui augmentaient, les consultations multiples. Il ne pouvait rien dire officiellement sans l'accord de Tom, mais il m'a suggéré de demander ses relevés de pharmacie via notre mutuelle, car le motif se dégagerait clairement et personne ne pourrait l'ignorer. Mercredi après-midi, Tom est venu chez Carole avec un bouquet de fleurs, s'excusant d'avoir mêlé tout le monde à nos histoires. Il parlait doucement de ses douleurs chroniques, de la peur qu'il avait ressentie au moment où je l'aurais soi-disant empoisonné, disant qu'il voulait seulement que je sois aidée. Carole l'a laissé entrer boire un café pendant que je restais cachée à l'étage, écoutant sa voix brisée quand il racontait combien je lui manquais. L'espoir que, une fois soignée, on pourrait arranger les choses. J'ai entendu Carole s'adoucir, puis elle a murmuré. Peut-être qu'il y a eu un quiproquo. Là, j'ai compris que Tom était en train de retourner tout le monde contre moi. Jeudi matin, je suis allée au bureau de notre assurance et j'ai demandé le dossier complet des pharmacies de Tom. L'employé m'a sorti 17 pages qui montraient que Tom avait récupéré 47 ordonnances auprès de 11 médecins différents en 6 mois, parfois dans 3 pharmacies le même jour. L'enquêteur de l'assurance m'a dit qu'ils avaient déjà signalé son dossier pour suspicion de fraude et qu'ils enquêtèrent bien avant que je les contacte. J'ai demandé s'ils accepteraient de témoigner, mais il a refusé, prétextant que la politique de l'entreprise interdisait de s'impliquer dans les histoires familiales. 3 jours plus tard, Jessica m'a proposé qu'on se retrouve au parc de la rue Maple, puisque l'ordonnance de protection m'empêchait de rentrer chez moi. Je suis arrivée en avance, me suis installée sur un banc pour regarder les écureuils tourner autour des chênes. La voiture de Jessica s'est garée, Emma a jailli la première et m'a couru dans les bras. Je l'ai serrée fort, respirant son odeur de shampoing à la fraise, tandis qu'elle m'étreignait de toutes ses forces. Son petit frère Jake est resté un instant près de Jessica, puis sur son signe, il m'a rejoint. Emma m'a regardée avec ses grands yeux bruns et a demandé pourquoi papy racontait à tout le monde que j'étais folle. Mon cœur s'est serré, je l'ai serré encore plus fort et je lui ai soufflé que parfois les adultes ne s'entendaient pas, mais que l'amour restait, quoi qu'il arrive. Jessica s'est assise à côté de moi, puis a sorti un petit objet noir de son sac. Un dictaphone, trouvé coincé sous le tableau de bord de ma voiture, en cherchant mes papiers d'assurance ce matin-là. Elle a lancé la lecture, et la voix de Tom a retenti, racontant à quelqu'un mes prétendus épisodes et son inquiétude pour ma santé mentale. On est allés à la voiture et on a découvert 2 autres appareils, l'un sous mon siège, l'autre dans la boîte à gants. Jessica a contacté un ami qui bosse dans la tech. Il est venu avec un détecteur et a déniché des enregistreurs planqués partout, dans mon sac à main, dans la poche de ma veste, même cousus dans la doublure de mon cabas préféré. Certains traînaient en là depuis des mois, bien avant même que je ne touche à ces médicaments. Le lendemain matin, j'ai tout amené chez mon avocat, en plein centre-ville. Il a étalé les appareils sur son bureau, secouant la tête tout en écoutant les enregistrements de Tom. Des heures de conversation, toutes savamment découpées et montées pour me faire passer pour folle. Dans l'un, Tom avait rassemblé des bouts de phrases pour donner l'impression que je l'avais menacé de l'empoisonner. Un autre suggérait que j'envisageais de me faire du mal. L'avocat m'a expliqué que Tom essayait de constituer un dossier pour me faire passer pour inapte mentale afin de mettre la main sur tous nos biens. 3 jours plus tard, les papiers du divorce sont arrivés chez Carole en recommandé. Tom m'y accusait de violence psychologique, de tentative d'empoisonnement et de cruauté mentale. Il réclamait la maison, les 2 voitures, l'intégralité des comptes retraite et la gestion totale de nos économies. Le document affirmait que j'étais trop instable pour gérer de l'argent et demandait au tribunal de geler immédiatement nos comptes communs. Dans la foulée, la banque a appelé pour confirmer que les comptes étaient bloqués dans l'attente de la décision du tribunal. J'ai commencé à recevoir des appels de voisins inquiets, car Tom organisait des cercles de prière chez nous. Madame Henderson, d'en face, m'a dit que 15 personnes étaient venues prier pour ma guérison le dimanche matin. Tom leur servait du café et des tomates du jardin, tout en racontant à tout le monde que je faisais une grosse dépression. Il pleurait en expliquant combien c'était dur de voir sa femme sombrer, et combien il espérait qu'on m'aide. Les gens de l'église ont commencé à m'éviter au supermarché. Certains bifurquaient, carrément de rayon en me voyant. Linda Foster de la protection de l'enfance s'est pointée chez Jessica le mardi suivant pour ce qu'elle appelait un contrôle de routine.
Quelqu'un avait signalé une inquiétude concernant les enfants exposés à une grand-mère prétendument instable. Jessica a tout de suite compris que Tom était derrière tout ça. Linda a voulu voir les chambres des enfants, a inspecté le frigo et a interrogé Jessica sur mes visites. Elle a tout noté et expliqué qu'elle devait entendre les enfants séparément dans son bureau. Les mains de Jessica tremblaient en raccompagnant Linda à la porte. Tom avait réussi à détourner le système censé protéger les enfants pour s'en servir contre ses propres petits-enfants, juste dans le but de me nuire. La banque a rappelé, Tom avait signalé ma carte bancaire comme volée et s'en était fait envoyer une nouvelle à son adresse. Sans accès à notre argent commun et ne pouvant pas aller à la banque avec lui à cause de l'ordonnance, je devais me débrouiller avec mon tout petit compte séparé. Après 40 ans de mariage, il ne me restait que 1800 €. Ce soir-là, je me suis assise à la table de la cuisine de Carole avec un carnet, à additionner des chiffres qui ne collaient pas. L'avocat réclamait 3000 € d'avance, les agences demandaient 2 mois de loyer pour un appartement, et il fallait bien continuer à manger et à mettre de l'essence dans la voiture. Nos économies pour la retraite étaient bloquées, pendant que Tom vivait dans notre maison payée. J'étais quasiment sans abri, hébergée dans la chambre d'amis de ma sœur, voyant mes économies fondre jour après jour. Jessica m'a appelée en larmes parce que le patron de Mark l'avait convoqué pour lui demander si tout allait bien à la maison. Tom avait carrément appelé le travail de Mark pour exprimer ses inquiétudes quant à la stabilité mentale de Jessica, suggérant qu'elle avait peut-être hérité de mes problèmes et conseillant à Mark de rester sur ses gardes. Le patron en a parlé lors de son entretien annuel, demandant si les soucis familiaux risquaient de nuire à son travail. Mark était furieux, mais il ne pouvait rien faire sans empirer la situation. Tom joue vraiment les méchants de film, avec des micros cachés partout, comme dans un mauvais polar où le vilain ferait son shopping chez Darty, plutôt que de se fournir en gadgets auprès de Q. La seule lueur d'espoir venait de Robert Smith, l'ancien pote de pêche de Tom, qui est passé chez Carole. Robert a raconté que Tom l'avait appelé 3 mois plus tôt pour le supplier de lui revendre les antidouleurs qu'il lui restait après son opération du genou. Robert avait refusé et conseillé à Tom de se faire aider. Tom lui avait raccroché au nez. Robert a tout consigné par écrit et signé, même s'il a précisé qu'il ne voulait pas être mêlé à une affaire judiciaire. 3 jours plus tard, je faisais les courses pour acheter du lait et du pain, quand j'ai aperçu Tom près des fruits et légumes. Il avait maigri, peut-être une dizaine de kilos, et ses mains tremblaient un peu pendant qu'il triait les pommes. J'ai tenté de rebrousser chemin avec mon chariot, mais il m'a vu le premier et s'est dirigé vers les autres clients. Il est allé droit vers un couple âgé près des bananes et s'est mis à parler assez fort pour que tout le monde entende que sa femme le suivait partout. La dame m'a jeté un regard inquiet pendant que Tom pointait dans ma direction. Petit à petit, tout le monde s'est mis à nous regarder, tandis que Tom passait d'un client à l'autre, répétant que j'étais dangereuse et que je le harcelais depuis des semaines. Le responsable du magasin est arrivé, Tom lui a attrapé le bras, affirmant qu'il craignait pour sa sécurité. J'ai tenté d'expliquer que je faisais mes courses ici depuis 20 ans et que Tom venait juste d'arriver, mais le responsable m'a répondu qu'il devait d'abord penser à la sécurité de ses clients. 2 agents de sécurité m'ont raccompagné jusqu'à ma voiture, pendant que Tom restait planté à l'entrée à m'observer. Ce soir-là, le docteur Hartley a appelé chez Carole, là où je vivais. Il m'a dit qu'il risquait gros en me révélant ça, mais que Tom s'était présenté 2 fois aux urgences cette semaine-là, se plaignant de douleurs à la poitrine. À chaque fois, il avait raconté au nouveau médecin que je l'avais empoisonné avec de faux comprimés et que j'avais failli le tuer. Tout cela était désormais enregistré dans le système de l'hôpital, classé comme une potentielle affaire de violence. Le docteur Hartley m'a confié que Tom savait exactement ce qu'il faisait, qu'il était en train de monter un dossier contre moi. L'audience pour l'ordonnance de protection a eu lieu 2 semaines plus tard au tribunal du centre-ville. L'avocat de Tom était arrivé avec des piles de documents, dont les enregistrements trafiqués où Tom avait coupé toutes ses menaces pour ne garder que mes réponses. 3 personnes de la paroisse sont venues témoigner, affirmant que j'avais semblé instable ces derniers temps et qu'elles craignaient pour la sécurité de Tom. Mon avocat a bien tenté de présenter les relevés de pharmacie prouvant que Tom faisait le tour des officines, mais le juge revenait sans cesse aux mêmes reproches. J'avais reconnu avoir remplacé ses médicaments par des vitamines à son insu. Pour le juge, peu importait de mes intentions, c'était une agression. Elle a donc prolongé l'ordonnance de protection de 6 mois et a ajouté une clause qui a fait pâlir mon avocat. Il m'était désormais interdit d'évoquer la santé de Tom avec qui que ce soit, ce qui signifiait que je ne pouvais plus me servir des relevés de pharmacie ni des preuves d'achat multiples pour me défendre. Tom a même esquissé un sourire lorsque mon avocat lui a expliqué que cela revenait à m'empêcher de raconter ma version des faits. Après l'audience, je suis restée longtemps dans ma voiture, les yeux fixés sur le volant, jusqu'à ce que Jessica me retrouve. Elle était montée côté passager, et pour la toute première fois depuis le début de cette histoire, j'ai craqué complètement. Je lui ai dit que je risquais de tout perdre, la maison, ma réputation, et peut-être même mes petits-enfants si Tom continuait à dire n'importe quoi. Jessica m'a prise dans ses bras pendant que je pleurais, et elle m'a promis qu'on finirait par trouver une solution, mais j'ai bien vu dans son regard qu'elle aussi avait peur. 1 mois plus tard, Brandon m'a appelé avec un numéro inconnu. Tom lui devait 3000 € et le menaçait de porter plainte pour des accusations inventées s'il n'oubliait pas la dette. Brandon avait gardé tous les messages où Tom le menaçait et m'a proposé de me les remettre, à condition que je garde le silence sur son passé. On s'est donné rendez-vous sur le parking d'un McDonald's, où il m'a montré les captures d'écran de Tom disant qu'il l'accuserait d'agression s'il ne laissait pas tomber la dette. La semaine suivante, Linda, de l'aide sociale à l'enfance, est arrivée chez Carole avec sa supérieure parce que quelqu'un avait signalé que je harcelais les enfants à l'école. Jessica a immédiatement montré sur son téléphone les images de la vidéosurveillance, prouvant que c'était en réalité Tom qui était venu 3 fois cette semaine-là, espionnant la cour de récréation depuis sa voiture. Linda a reconnu que la preuve était précieuse, mais a expliqué qu'il devait tout de même ouvrir une enquête et réinterroger les enfants. Carole m'a appelé en larmes cet après-midi-là, après être passée à la maison pour vérifier. Tom avait vendu tout ce qui avait de la valeur. La vaisselle de ma grand-mère avait disparu, tous les outils de sa collection, la plupart de mes bijoux,
même l'horloge ancienne héritée de son père. Elle a photographié tous les endroits vides. Les étagères où 40 ans de souvenirs s'étaient volatilisés. Pendant que la justice m'interdisait d'accéder au compte ou d'intervenir, Tom liquidait notre patrimoine. Ce soir-là, je suis passée devant la maison, bien à 150 mètres comme l'ordonnance l'exigeait. Tom avait installé des projecteurs et des caméras partout autour de la propriété. Par la fenêtre du salon, je l'ai vu faire les 100 pas, le téléphone collé à l'oreille, gesticulant avec énergie. Le jardin de tomates qu'il aimait tant était en train de dépérir, les tiges marrons s'affaissant contre la clôture qu'il avait construite 3 étés plus tôt. Les nichoirs violets qu'il avait fabriqués pour les petits-enfants pendaient, vides et râpés. Puis Jessica m'a appelé, complètement en sanglots, au point que je comprenais à peine ses mots. Mark venait de lui annoncer qu'il demandait la séparation. Il lui reprochait le harcèlement de Tom et les interventions de l'aide sociale, qui étaient en train de briser leur famille. Pendant qu'elle me parlait, Tom l'a appelé sur sa deuxième ligne. Elle a mis le haut-parleur, et je l'ai entendu proposer de payer son avocat pour le divorce si elle acceptait de prendre ses distances avec moi et de considérer son point de vue. Jessica lui a raccroché au nez et a filé chez Carole avec 2 valises et les enfants. Ce soir-là, alors que je parcourais d'anciens relevés bancaires pour mon avocat, je suis tombée sur quelque chose qui m'a glacé le sang. Des avances de fonds sur notre carte de crédit commune, datant de plus d'1 an, de 500 ou 1000 euros à chaque fois, exactement les mêmes montants que Brandon avait évoqués devant la police. Les dates correspondaient aux sorties pêche et golf de Tom, bien avant même son opération du dos. Son opération était bien réelle, mais cela faisait au moins 6 mois qu'il achetait des comprimés avant de passer au bloc. J'ai appelé Robert Johnson, notre voisin, qui avait vu Tom tituber dans le jardin ce fameux jour. Robert n'osait pas s'en mêler, mais après que Tom l'a menacé de poursuites au travail s'il témoignait, il a finalement accepté de rencontrer mon avocat. Il est venu au cabinet, complètement en âge, et nous a raconté que Tom fréquentait au moins 3 dealers différents à sa connaissance. Robert avait même noté les plaques d'immatriculation dans un carnet, inquiet de tout ce trafic dans la rue. Il nous a remis des pages entières de dates, d'horaires, de descriptions de voitures, couvrant 8 mois de va-et-vient. Dès le lendemain, Jessica a officiellement emménagé dans la chambre d'amis chez Carole, et moi je dormais sur le canapé. On a mis en place une organisation. Jessica déposait les enfants à l'école, Carole faisait toutes les courses parce que Tom me filait au magasin, et de mon côté, je passais mes journées à tout consigner dans des carnets, comme l'exigeait mon avocat. 3 jours plus tard, j'ai commencé à aller aux réunions Al-Anon dans une église de l'autre côté de Columbus. La salle sentait le café froid et tout le monde était assis en cercle sur des chaises en métal. Une femme de rôti s'est installée à côté de moi et, après avoir écouté mon histoire, a pris ma main. Mon mari est mort d'une overdose d'opioïdes il y a 2 ans, après que j'ai tout tenté pour l'aider, comme tu essaies d'aider Tom. Elle m'a donné la carte d'un avocat, William Garrett, spécialisé dans les divorces liés à l'addiction. Je l'ai appelé cet après-midi-là. Il a accepté de jeter un œil à mon dossier gratuitement. Moins d'1 semaine plus tard, Garrett avait tout épluché et compris tout de suite le manège de Tom. Il a déposé des requêtes pour contester l'ordonnance de silence, plaidant qu'elle était anticonstitutionnelle et que Tom abusait de la procédure pour me réduire au silence. Le juge a accepté de revoir la situation. Garrett a également fait saisir nos relevés bancaires, et ce qu'on a découvert était encore pire que tout ce que j'avais pu imaginer. Tom avait ouvert 3 nouvelles cartes de crédit à nos 2 noms, sans jamais m'en parler, et il les avait toutes vidées en avance de fonds, 18 000 $ en à peine 2 mois, tout retiré en liquide ou donné à des dealers. Le service antifraude s'est alors saisi de l'affaire et a bloqué les comptes. Mexicaine. Apprenant l'existence de l'enquête, Tom a aussitôt recontacté les services de protection des adultes, cette fois en les accusant Carole et Jessica de me manipuler financièrement et de m'isoler de lui. 2 jours plus tard, alors que nous étions à table, ils sont venus et ont insisté pour nous interroger toutes les 3 séparément, pendant que les enfants étaient devant la télé dans la chambre. L'assistante sociale m'a posé les mêmes questions en boucle. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que quelqu'un contrôle votre argent? Voulez-vous voir votre mari? Carole bouillonnait de colère quand ils sont repartis. Le lendemain matin, en fouillant dans les cartons que Carole avait rapportés de la maison pour retrouver mes papiers d'assurance, je suis tombée sur l'ancien journal intime de Tom, que j'avais planqué dans notre placard. Les premiers mots dataient de 2 ans avant son opération, et la lecture m'a glacé le sang. Page après page, il écrivait que je le contrôlais, que j'épiais ses moindres faits et gestes, que je faisais tout pour le garder sous ma coupe et dépendant. Dans une note vieille de 3 ans, il détaillait déjà son intention de se faire prescrire des antidouleurs pour le dos, alors qu'à l'époque, la douleur n'était même pas si forte. Son addiction allait bien plus loin que tout ce qu'on avait pu imaginer. Garrett a finalement réussi à obtenir la déposition du docteur Hartley la semaine suivante. Le médecin a passé 3 heures à tout expliquer. Chaque visite, les nouveaux symptômes inventés par Tom, la fois où il l'a surpris à falsifier des ordonnances, les histoires de flacons perdus ou de médicaments soi-disant volés. Dr Hartley a confirmé que mon intervention avec la vitamine B12 n'était pas seulement raisonnable, mais lui avait probablement sauvé la vie vu ce qu'il avalait chaque jour. Tom prenait assez de Xanax tous les jours pour tuer quelqu'un qui n'y était pas habitué. Cela faisait des années qu'il préparait cette histoire de médicaments, bien avant l'opération. Son propre journal prouvait qu'il prévoyait déjà d'obtenir des antidouleurs, alors que son dos ne le faisait même pas souffrir. C'était sacrément calculé. 2 semaines plus tard, c'était la pièce de théâtre de printemps d'Emma à l'école. Avec Jessica et Carole, je me suis installée au 3e rang pour voir Emma déguisée en tournesol. 20 minutes après le début, j'ai senti quelqu'un s'asseoir juste derrière moi et j'ai su tout de suite, sans même me retourner, que c'était Tom. J'ai essayé de changer de place. Il a fait pareil. Quand Jessica m'a soufflé qu'on ferait mieux de partir, il s'est penché vers nous et a lancé « Vous êtes en train de faire un scandale.
Finalement, la sécurité est intervenue après que d'autres parents se sont plaints qu'ils nous suivaient dans l'auditorium. Ils l'ont escorté dehors alors qu'il répétait qu'il voulait juste voir sa petite fille jouer. Les autres parents nous observaient, et j'ai entendu une mère dire à une autre que Tom avait l'air d'un grand-père tellement dévoué, empêché de voir sa famille. La honte de cette soirée ne nous a plus quittés. 3 jours après, mon téléphone s'est mis à vibrer avec des messages de mes amis de l'église, inquiets de savoir si tout allait bien. Tom était venu au service du dimanche, complètement à l'ouest, somnolent pendant le sermon, puis se levant d'un bond en plein recueillement pour hurler qu'il avait besoin de ses médicaments. Margaret du groupe de prière m'a appelé en larmes parce que la bague de sa grand-mère avait disparu après le passage de Tom à leur réunion. 2 autres membres de l'église ont signalé la disparition d'argent dans leur sac. Le pasteur Williams m'a demandé de passer le voir, mais je n'avais plus la force d'affronter ça. Le dimanche suivant, Tom est revenu seul et s'est endormi sur le banc de devant, ronflant tellement fort que toute la congrégation n'entendait plus que lui. Quand le diacre a tenté de le réveiller, Tom l'a repoussé et est parti en jurant. Ce fut sa dernière visite à l'église. 3 mois après le début de ce cauchemar, j'ai reçu un appel à 2 heures du matin. Un policier m'annonçait que Tom avait encastré sa voiture dans la boîte aux lettres des Johnson, à 3 rues de chez nous. Les analyses ont révélé un mélange de Xanax, d'oxycodone et d'alcool. Il était en cellule de dégrisement au commissariat du comté. 10 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était Tom, la voix pâteuse, me suppliant de payer sa caution, répétant qu'il avait juste besoin de ses médicaments pour la douleur. Je suis restée plantée dans la cuisine à écouter son message en boucle. Jessica m'a rejointe, et nous l'avons écouté ensemble tandis que Carole préparait du café. La voix de Tom passait de la supplication à la menace. « Tout ça, c'est ta faute. Tu m'as coupé mes médicaments. » Un instant, il promettait de se faire aider, l'instant d'après, il jurait de me le faire payer. C'est là, autour de la table de la cuisine, que nous avons décidé toutes les 3 de ne pas payer sa caution, qu'il reste là-bas à méditer sur ses actes. 2 semaines plus tard, Linda des services de protection de l'enfance m'a appelé avec une bonne nouvelle. Leur enquête n'avait révélé aucun signe de maltraitance ou de négligence, ni de ma part, ni de celle de Jessica. Elle s'est même excusée, expliquant que les plaintes semblaient monter de toutes pièces pour nous harceler, pas pour protéger les enfants. Toutes les accusations lancées par Tom avaient été classées sans suite. Mais Tom n'est pas resté longtemps derrière les barreaux. Il est sorti grâce à un agent de cautionnement, en mettant notre maison en garantie sans que je le sache. Mon avocat, Garrett, m'a appelé furieux, en m'expliquant que cela bafouait le gel des biens prononcé dans le cadre du divorce. Il a aussitôt déposé des requêtes d'urgence pour non-respect et pour obtenir la jouissance exclusive de la maison. Cette même semaine, les sociétés de cartes de crédit ont commencé à m'appeler. 3 cartes avaient été ouvertes à mon nom, à mon insu. L'enquêteur m'a montré les demandes avec ma signature grossièrement imitée. Tom utilisait mon identité depuis des mois, accumulant des milliers de dollars de dettes. Ce n'était plus seulement une histoire de divorce, mais une affaire qui pouvait devenir fédérale. Et puis Brandon, le dealer de Tom, a été arrêté pour d'autres raisons et a décidé de coopérer. Son avocat a contacté le mien avec une proposition d'immunité. Brandon avait gardé toutes les preuves, reçus, messages, enregistrements de Tom le menaçant de me détruire parce que je lui avais coupé ses médicaments. Sur un enregistrement, on entendait Tom dire qu'il préférerait me voir morte que sobre. Les preuves s'accumulaient pendant que ma famille s'effondrait autour de moi. Le mari de Jessica, Mark, refusait catégoriquement la thérapie de couple, m'accusant d'avoir semé le chaos de Tom dans leur vie. J'ai donc accompagné Jessica seule chez le conseiller, attendant sur le parking pendant qu'elle allait à son rendez-vous. Quand elle est revenue, elle s'est effondrée. Elle avait choisi de me soutenir, mais ce choix venait de lui coûter son mariage. Mark avait déjà pris contact avec un avocat spécialisé en divorce. 3 semaines plus tard, l'audience d'urgence pour la maison a eu lieu. Tom s'est présenté au tribunal, n'arrêtant pas d'interrompre la juge et se plaignant d'un complot général contre lui. Quand la juge a exigé un test de dépistage immédiat, Tom a refusé et a quitté la salle furieux. C'était terminé. La juge m'a accordé la jouissance exclusive de la maison. Le lendemain, la police est allée remettre à Tom, qui logeait au motel, son avis d'expulsion. Il avait 48 heures pour venir récupérer ses affaires, sous surveillance. 2 jours après, j'ai aperçu depuis la cuisine de Jessica la voiture de police qui s'est arrêtée devant chez nous, Tom assis à l'arrière. Un agent l'a escorté jusqu'à la porte pendant qu'un autre restait près de la voiture, la main sur la ceinture. Tom semblait rapetissé, ses vêtements pendaient sur lui, et il traînait les pieds sur l'allée que j'avais balayée chaque matin depuis 38 ans. Il n'avait qu'un quart d'heure pour prendre quelques vêtements et effets personnels sous le regard des policiers. Je l'ai vu hésiter sur le seuil, comme s'il se rappelait toutes les fois où il rentrait du travail en lançant un « Je suis à la maison ». Les agents l'ont suivi à l'intérieur, et j'ai retenu mon souffle en attendant. Au bout de 10 minutes, ils sont ressortis, Tom tenant 2 sacs poubelles et sa boîte à pêche. Il s'est arrêté à la boîte aux lettres, a longuement fixé la maison, puis il est monté dans la voiture. Ce fut la dernière fois qu'il voyait notre foyer comme il l'avait toujours connu. 3 mois plus tard, lorsque l'ordonnance de protection m'a enfin permis de revenir, c'est une scène de désolation qui m'a accueilli. Le mur du salon était percé de 3 trous, gros comme le poing, à hauteur d'épaule, de la poussière de plâtre répandue partout. Nos photos de mariage gisaient au sol, brisées, du verre partout, les coussins du canapé éventrés, la mousse arrachée, comme des restes d'entrailles. Dans la cuisine, toutes les assiettes reçues en cadeau de mariage fracassées dans l'évier. Il avait défoncé les placards à coups de marteau, laissant des bosses et des éclats de bois. La table de la salle à manger, sur laquelle nous avions fêté 40 Thanksgiving, était renversée, un pied cassé net. Je suis montée à l'étage à pas lents, redoutant ce que j'allais découvrir. Notre chambre était méconnaissable. Le matelas traînait hors du cadre, des vêtements jetés partout, ma boîte à bijoux vidée et piétinée. Mais le pire m'attendait dans la chambre d'amis. Tous nos albums photos entassés dans la cheminée, partis en fumée. 40 ans de souvenirs, les photos des enfants tout petits, celles de nos parents, tout avait disparu. Je me suis agenouillée et j'ai effleuré les cendres, sentant un objet dur, le collier de perles de ma grand-mère, noirci mais miraculeusement intact.
Puis j'ai remarqué quelque chose de surprenant. Par la fenêtre à l'arrière, j'apercevais le jardin. Les nichoirs violets que Tom avait fabriqués pour les petits-enfants pendaient toujours dans les arbres, intacts, chacun à sa place. Comme s'il n'avait pas eu le cœur à détruire ce qu'il avait fait avec amour. 2 semaines plus tard, le téléphone a sonné à 2 heures du matin, un numéro inconnu. C'était Tom, sa voix pâteuse et pleine de colère, qui me reprochait d'avoir ruiné sa vie, de l'empoisonner, de n'être qu'une sorcière. La nuit suivante, un autre appel, autre numéro. Il hurlait qu'il allait me poursuivre en justice, ainsi que les médecins, tous ceux qui l'avaient trahi. Au 5e appel, il menaçait de prouver que j'avais tenté de le tuer. Il voulait que je paie pour tout. J'ai enregistré chaque message et les ai transmis à la police. Même sous le coup de l'ordonnance de protection, il trouvait toujours de nouveaux téléphones pour laisser des messages de plus en plus incohérents. Jessica est venue m'aider à remettre la maison en état, apportant des cartons et des produits de nettoyage. On travaillait la plupart du temps en silence, ramassant les débris, rebouchant les trous, tentant de redonner à la maison un semblant de vie. Sous les cendres de la cheminée, elle a trouvé quelque chose qui l'a fait s'exclamer. L'alliance de ma mère, l'or fondu mais le diamant préservé. Elle l'a nettoyé avec soin, me l'a glissé au doigt et a serré ma main. On n'a rien dit, mais je l'ai vu essuyer une larme. 1 semaine plus tard, j'ai reçu un appel d'un homme se présentant comme enquêteur d'assurance. Ils avaient découvert que Tom se procurait des ordonnances sous 3 identités différentes, traversant plusieurs États pour les faire délivrer. Comme la fraude concernait plusieurs juridictions, l'affaire passait au niveau fédéral. L'enquêteur m'a prévenu. Tom risquait une lourde peine de prison, et pas seulement le divorce. Lorsque l'avocat de Tom a appris l'ouverture d'une enquête fédérale, il a abandonné sa défense sur le champ. À l'audience suivante, Tom s'est présenté seul, une pile de feuilles imprimées d'Internet sous le bras. La juge l'a laissé parler plus d'1 heure, à débiter des théories de complot, à prétendre que je l'avais empoisonné, que le système médical était corrompu, que tout le monde s'acharnait sur lui. Elle restait impassible, prenant des notes. Le motel où logeait Tom a fini par appeler la police après que le gérant, inquiet, a visionné les caméras de surveillance. Tom rencontrait des gens à toute heure sur le parking pour des échanges rapides qui ressemblaient à du trafic de drogue. Le gérant, redoutant les ennuis, a remis les images à la police. Avec ses preuves et la fraude aux ordonnances, l'arrestation de Tom n'était plus qu'une question de temps. Un matin, j'ai décidé de sortir dans le jardin que Tom aimait tant. Tout était sec, brun, mort, sauf un pied de tomate dans un coin. Il donnait encore. 3 tomates rouges pendaient là, survivantes après des mois d'abandon. Je suis restée un moment, l'arrosoir à la main, sans vraiment savoir pourquoi je m'acharnais, mais je l'ai arrosé quand même. Peut-être que je cherchais à sauver une part de celui qui l'avait été. Cet après-midi-là, Jessica m'a appelée en larmes, à peine capable de parler. Marc venait de lui remettre les papiers du divorce, là, dans mon allée, en déposant les enfants. Il réclamait la garde exclusive, estimant que la situation créée par Tom mettait les enfants en danger. Jessica devait désormais se battre sur 2 fronts, protéger ses enfants de leur grand-père, tout en luttant pour ne pas les perdre. Une femme prénommée Dorothy, que j'avais rencontrée au groupe Al-Anon, m'a mise en relation avec 3 autres épouses qui avaient traversé des épreuves comparables. Tom avait saccagé toute leur maison, mais il avait soigneusement épargné les nichoirs qu'il avait construits avec tendresse. C'est ce détail qui m'a le plus frappé. Même dans ses accès de rage, il y avait une limite, comme si ce qui comptait vraiment pour lui restait sacré. Nous nous sommes retrouvés autour d'un café. Elles m'ont donné les coordonnées de leurs avocats, partagé des astuces qui leur avaient servi et livré cette vérité difficile à avaler. Tom ne reconnaîtrait peut-être jamais le tort qu'il avait infligé à notre famille. Toutes avaient été désignées comme les coupables par leur mari, accusées d'être manipulatrices, cruelles, insensibles. L'une d'elles, dont le mari était sobre depuis 2 ans, devait encore entendre qu'elle avait exagéré la situation et gâché leur mariage pour rien. 4 mois après la première audience en urgence, alors que je préparais le petit déjeuner, Jessica m'a appelé. Des marshals fédéraux venaient d'arrêter Tom dans un motel pour fraude à l'ordonnance, usurpation d'identité et trafic de stupéfiants entre États. Il faisait la navette entre l'Indiana et le Michigan pour obtenir des prescriptions sous de fausses identités, utilisant des numéros volés. Sa caution était fixée à 100 000 $, une somme qu'il n'avait évidemment plus, tout étant parti dans les comprimés et les honoraires d'avocat. 3 heures plus tard, Paul, le frère de Tom, m'a appelé de Floride, la voix tremblante, pour m'expliquer ce que Tom avait fait de l'argent de leur mère. C'est Paul qui gérait le patrimoine de leur mère installée en maison de retraite, veillant à ce que chaque mois les chèques pour ses soins soient envoyés. 2 semaines plus tôt, la banque l'avait alerté de compte à découvert. Depuis 2 ans, Tom imitait la signature de Paul sur les chèques, détournant 40 000 $ qui auraient dû servir à la pharmacie et à la rééducation de leur mère. La maison de retraite menaçait désormais de transférer leur mère dans un établissement public, les factures n'ayant pas été payées depuis 6 mois. Paul avait déjà porté plainte et remontait de Tampa, les bras chargés de cartons remplis de relevés bancaires attestant chaque fraude. Je suis restée assise à la table de la cuisine, le regard fixé sur notre photo de mariage, tandis que Paul continuait à égrener les dates et les montants, mes mains tremblant en réalisant que l'addiction de Tom remontait bien plus loin que son opération du dos. Le lendemain matin, mon avocat William a organisé une réunion d'urgence à son cabinet du centre-ville et a étalé sur la table de conférence tous les documents prouvant l'ampleur des dettes de Tom liées à ses achats de médicaments. L'après-midi même, William a déposé la demande de divorce et obtenu du juge qu'il accélère la procédure au vu des accusations fédérales qui pesaient sur Tom et de la fraude dont sa mère avait été victime. Le juge m'a prévenu, tant que la séparation légale n'était pas prononcée, je risquais de perdre la maison pour régler les amendes pénales de Tom et rembourser la succession de sa mère. J'ai signé, une à une, toutes les pages que William me présentait, ma signature vacillant un peu plus à chaque fois,
à mesure que ces papiers coupaient Tom de ma vie. 2 jours plus tard, à 6 heures du matin, Jessica m'a appelé en hurlant. Elle venait de lire l'info sur son téléphone. Brandon, le fournisseur de Tom, venait d'être abattu de 5 balles dans sa voiture, devant un centre commercial. La police parlait de règlement de compte lié à la drogue. Le seul témoin capable de prouver que Tom achetait des comprimés était mort, 22 ans, retrouvé affalé sur son volant. Je me suis précipitée à la quincaillerie pour acheter des serrures neuves, des caméras de surveillance, des détecteurs de mouvement pour l'allée, bref, tout ce que je pouvais pour sécuriser la maison. L'installateur est passé dans l'après-midi et a passé 4 heures à installer le matériel, percer des trous, tirer des câbles, pendant que je surveillais la rue derrière les rideaux du salon. J'ai pris l'habitude de varier mes trajets, de me garer à des endroits différents, de vérifier constamment mes rétroviseurs pour m'assurer que personne ne me suivait. Ce week-end-là, Emma s'est assise à côté de moi sur les marches du perron, jouant avec une écharde dans le bois, et m'a demandé pourquoi Papy était devenu si méchant avec tout le monde. Je lui ai expliqué qu'il arrive que le cerveau tombe malade, comme un os cassé, mais à l'intérieur, là où vivent les pensées, et que cette maladie pousse les gens à agir autrement que ce qu'ils sont vraiment. Elle a levé vers moi ses grands yeux bruns et m'a dit que son papy lui manquait, celui qui construisait des nichoirs violets et lui apprenait à faire des nœuds spéciaux pour pêcher. Je l'ai serrée contre moi pendant qu'elle pleurait, toutes les deux en deuil de cet homme qui n'existait plus. Le lundi matin, l'avocate commise d'office de Tom m'a appelée, une jeune femme prénommée Sarah, qui paraissait déjà épuisée avant même qu'on aborde le sujet. Elle m'a expliqué que Tom voulait passer un accord, que je retire la demande de divorce et refuse de témoigner contre lui, et en échange, il plaiderait coupable pour des charges réduites, ce qui pourrait lui permettre de sortir dans 2 ans au lieu de 10. J'ai failli éclater de rire au téléphone, comprenant que Tom croyait encore pouvoir me manipuler depuis sa cellule, persuadé que je choisirais toujours de le protéger, lui, plutôt que moi et notre famille. J'ai dit à Sarah qu'il n'en était pas question. Aucun accord, aucune négociation, aucun retour en arrière possible avec un homme capable de voler sa propre mère mourante. Le lendemain, le procureur fédéral m'a retrouvé dans un café du centre-ville, un grand type en costume gris qui a énuméré les chefs d'accusation de Tom, comme on récite une liste de commissions. Tom risquait au minimum 5 à 10 ans, rien que pour la fraude à l'ordonnance, auxquelles s'ajouteraient les poursuites de l'État pour le vol dans la succession de sa mère. On a largement de quoi le faire condamner même sans votre témoignage, m'a-t-il dit. Mais votre collaboration garantirait la peine maximale et empêcherait Tom d'espérer une sortie anticipée. J'ai tourné mon café pendant 5 minutes sans y toucher, songeant que j'allais peut-être envoyer en prison pour 10 ans l'homme que j'avais aimé pendant 40 ans. Le jeudi après-midi, l'avocate de Jessica m'a enfin appelé avec une bonne nouvelle. La demande de garde de Mark s'était effondrée, la preuve ayant été faite qu'il entretenait une liaison avec une collègue. En réalité, Mark trompait Jessica depuis 6 mois, bien avant que les ennuis de Tom ne commencent, utilisant la situation comme prétexte pour tenter de lui retirer les enfants. Le juge a accordé à Jessica une ordonnance de protection d'urgence interdisant à Mark d'approcher la maison et les écoles des enfants. Jessica a passé la soirée sur mon canapé, soulagée, mais furieuse que Mark ait essayé de profiter de la détresse de notre famille à ses propres fins. Vendredi matin, je suis allée à la prison du comté. J'ai signé à l'accueil puis passé le portique de sécurité avant de rejoindre la salle des visites, séparée par d'épaisses vitres alignées. Tom m'attendait de l'autre côté, méconnaissable, la peau grise, pendante, les cheveux devenus tout blancs en à peine 4 mois. Il m'a regardé 30 secondes, puis j'ai vu la reconnaissance lui revenir dans les yeux, et aussitôt, il s'est mis à crier que j'avais ruiné sa vie et dressé tout le monde contre lui. Je suis restée là, à observer cet homme qui portait le visage de mon mari, mais n'était plus que l'ombre de lui-même, ses mains tremblantes frappant contre la vitre, m'accusant d'être la vraie dépendante, celle qui voulait tout contrôler. Il a fallu qu'un surveillant l'emmène de force quand il s'est mis à proférer des menaces, sa voix résonnant dans le couloir tandis qu'il hurlait tout ce qu'il me ferait à sa sortie. Ce soir-là, un agent de la DEA m'a appelé pour m'apprendre que Tom était sous enquête fédérale depuis 8 mois, bien avant que je n'aie l'idée d'échanger ses comprimés contre des vitamines. Ils l'avaient repéré dans leur système de surveillance des ordonnances, car ils récupéraient les mêmes médicaments auprès de médecins dans l'Ohio, l'Indiana, le Michigan et le Kentucky, allant jusqu'à remplir 4 prescriptions en 1 semaine. En remplaçant ces médicaments par des vitamines, vous lui avez peut-être évité d'être arrêté encore plus tôt, et avec davantage de chefs d'accusation, m'a dit l'agent, même si je n'ai pas su sur le moment si je devais me sentir soulagée ou encore plus coupable. 3 semaines plus tard, la mère de Tom s'est éteinte à la maison de retraite, à 91 ans, sans jamais avoir su que son fils avait détourné l'argent prévu pour ses soins. Jessica et moi étions au cimetière, dans des robes noires achetées la veille, à regarder le cercueil descendre à côté de celui du père de Tom, pendant qu'un pasteur récitait des versets sur le repos éternel. Tom est arrivé en combinaison orange et menottes, encadré par 2 gardiens, en larmes tout au long de la cérémonie, la première émotion sincère que je voyais chez lui depuis le début de ce cauchemar. Il a tenté de s'approcher de moi une fois le cercueil refermé, mais les surveillants l'ont maintenu en place alors qu'il criait mon nom sans relâche, jusqu'à ce qu'ils l'escortent au fourgon. 3 semaines plus tard, je me suis retrouvée seule dans une salle d'audience déserte, pendant que la juge signait les papiers du divorce. Tom n'était pas présent, toujours en détention fédérale dans l'attente de son procès. La juge m'a attribué la maison, même si Tom avait percé des trous dans presque tous les murs avant son arrestation, et elle a protégé mes comptes de retraite de ses 47 000 $ de dettes de drogue. Tom, lui, n'a gardé que son pick-up et quelques vêtements entassés dans des sacs poubelles au garage. Depuis sa cellule, il s'est mis à écrire des lettres à tout le monde. Juge, médecin, mon patron à la bibliothèque, même le maire. À chaque fois, il affirmait que je l'avais empoisonné et que la ville entière conspirait contre lui. Le procureur fédéral m'a appelé pour m'informer que ces lettres servaient de preuve de son état mental. Pendant ce temps, Jessica est venue avec de la peinture et des rouleaux.
On a choisi un jaune lumineux pour la cuisine, un bleu pastel pour le salon, des couleurs que Tom jugeait toujours trop joyeuses. Carole a apporté des sandwichs et de la citronnade. On peignait en riant. Emma s'est retrouvée avec de la peinture sur le nez en voulant aider, et on a vraiment ri tous ensemble, pour la première fois depuis des mois. Au procès fédéral, le docteur Hartley a témoigné, expliquant la quantité ahurissante de Xanax que Tom avait prise, et a dit au jury qu'en changeant ses comprimés, je lui avais probablement sauvé la vie. Le procureur a produit des dossiers prouvant que Tom se procurait des ordonnances auprès de 11 médecins différents sous de fausses identités. 2 jours plus tard, le jury l'a reconnu coupable de tous les chefs d'accusation: fraude à l'ordonnance, usurpation d'identité, association de malfaiteurs pour trafic de substances réglementées. La juge a fixé le prononcé de la peine à 45 jours plus tard. À l'énoncé du verdict, je n'ai rien ressenti, juste une fatigue immense qui me traversait tout le corps. Le divorce de Jessica a été prononcé le mois suivant. Mark était parti avec sa secrétaire au plus fort de la tempête, ce qui avait facilité la procédure pour Jessica. Elle a obtenu la garde des enfants, la maison et une pension. Le groupe Anon m'a demandé de témoigner lors de leur réunion mensuelle. Je me suis retrouvée devant une trentaine de personnes et j'ai tout raconté. À la fin, j'ai partagé la vérité la plus difficile que j'ai apprise. On ne peut pas sauver quelqu'un qui veut se noyer, mais on n'est pas obligé de couler avec lui. Le jour de la condamnation de Tom est arrivé, à la fin du printemps. Il s'est levé et m'a accusé pendant 10 minutes d'avoir ruiné sa vie. La juge l'a interrompu et l'a condamné à 7 ans de prison fédérale, avec obligation de suivre un traitement contre la dépendance. Quand les agents l'ont emmené, Tom a hurlé mon nom et m'a traité d'assassin. Franchement, la coïncidence que Brandon se soit fait tirer dessus au moment exact où Tom avait besoin de lui comme témoin, c'est vraiment trop gros pour être un hasard, non? Je me demande avec qui Tom a pu s'embarquer dans toute cette histoire de drogue, qui allait bien plus loin que de simples ordonnances frauduleuses. À ce stade, je ne réagissais même plus. La semaine suivante, j'ai rencontré une agente immobilière pour vendre la maison. Trop de souvenirs douloureux, trop de dégâts partout. Elle m'a rassurée. Le marché était bon. Je pourrais acheter plus petit, sans fantômes au placard. 6 mois après ce fameux jour où j'ai échangé ces médicaments, j'ai signé chez le notaire. Les nouveaux propriétaires, un jeune couple attendant un bébé, étaient ravis du grand jardin et parlaient déjà d'installer une balançoire. Avant de partir pour la dernière fois, je leur ai offert le seul pied de tomate qui avait survécu à la colère de Tom. Je leur ai dit qu'il était costaud et qu'il supportait la négligence, ce qui les a fait sourire sans imaginer une seconde toute l'histoire derrière. Jessica et son mari m'ont aidé à porter les cartons jusque dans mon nouveau 2 pièces, 3 rues plus loin, près de l'école. L'appartement faisait la moitié de la taille de l'ancienne maison, mais il était plein sud, et chaque pièce baignait dans la lumière. Emma a traîné son sac de dessin jusqu'au coin près de la fenêtre de la cuisine, déclarant que ce serait sa place quand elle viendrait. On a installé juste l'essentiel cette première semaine, pendant que le mari de Jessica montait les meubles et qu'Emma rangeait mes tiroirs de cuisine par couleur. 2 semaines après avoir commencé à tout déballer, je suis tombée sur une boîte à chaussures que Tom avait sûrement oubliée quand il avait tout brûlé. Dedans, il y avait nos photos de mariage, des clichés de Jessica bébé, les bracelets de naissance des enfants. J'avais les mains qui tremblaient en les prenant, persuadée qu'il avait effacé toute trace de notre vie ensemble. J'ai gardé 3 photos pour moi et j'ai donné le reste à Jessica, parce qu'elle avait besoin de preuves que son enfance n'avait pas été uniquement faite de douleur. Ce premier Noël sans Tom, on a commandé chinois au lieu de passer 12 heures derrière les fourneaux. Carole est venue avec des jeux de société, et on a échappé à la prière interminable de Tom avant le repas. Les enfants ont plus ri en une soirée que sur l'ensemble du Noël précédent. Jessica, pour une fois, a vraiment mangé toute son assiette au lieu de chipoter du bout de la fourchette. Ce soir-là, on a lancé de nouvelles traditions, comme parier sur les prédictions des biscuits chinois et laisser les enfants choisir le dessert en premier. 3 mois plus tard, une lettre est arrivée de la prison fédérale où Tom purgeait sa peine. Son écriture semblait plus posée et, d'après la photo jointe, il avait repris du poids. Il parlait du programme de soins et disait qu'il avait l'esprit clair pour la première fois depuis des années. Mais même dans ses excuses, il rejetait la faute sur les médecins qui lui avaient trop prescrit, sur moi qui n'avais pas compris sa souffrance, sur tout le monde, sauf lui. J'ai rangé la lettre dans un tiroir sans y répondre, parce que je n'avais plus rien à lui dire. Au printemps, j'ai commencé à faire du bénévolat dans un foyer pour femmes du centre-ville, où j'animais des ateliers de gestion de budget. La plupart des femmes là-bas étaient en partie de rien, comme moi, et repartèrent de 0 à 50, 60 ou même 70 ans. On se comprenait sans avoir besoin d'expliquer la peur de consulter son compte en banque ou le soulagement de dormir sans guetter des pas dans le couloir. Un après-midi, j'ai emmené Emma m'aider à planter des tomates sur mon balcon. Elle a mis de la terre partout, a décoré les pots de papillons et d'arcs-en-ciel, tout en me racontant les nichoirs qu'elle fabriquait en cours d'art plastique. Ils n'étaient pas violets comme ceux de Tom, mais elle en était fière, et c'était bien là l'essentiel. Jessica a rencontré un instituteur, lui aussi prénommé Mark, dans son groupe de soutien au divorce, environ 1 an après. Sa femme à lui l'avait quitté pour son frère, une autre trahison, d'une autre sorte. Ils ont pris leur temps, se retrouvant autour d'un café pendant que les enfants jouaient au parc. J'ai vu Jessica sourire à l'une de ses blagues, et je me suis rendu compte que c'était le premier vrai sourire que je voyais sur son visage depuis plus d'1 an. Au supermarché, je suis tombée sur des gens de notre ancienne paroisse qui me regardaient comme si j'allais m'effondrer. Ils étaient gentils, mais écourtèrent la conversation, mal à l'aise à l'idée d'évoquer Tom en prison. J'ai trouvé une nouvelle église de l'autre côté de la ville, où personne ne connaissait notre histoire, et où je pouvais simplement être Martha, celle qui apporte des gâteaux à la vente de charité. Une autre lettre est arrivée, cette fois du conseiller de Tom à la prison. Il suggérait que je pourrais envisager de reprendre contact dans quelques années, quand Tom aurait mieux avancé. On me disait qu'il réagissait bien au traitement, mais qu'il avait encore du mal à assumer vraiment ses actes. J'ai rangé cette lettre dans le même tiroir que celle de Tom, sans être prête à prendre une décision.
Un jeudi soir, j'étais assise sur mon balcon à regarder le soleil se coucher, pendant que Jessica et les enfants préparèrent des tacos à l'intérieur. Les pots qu'Emma avait peints captèrent la lumière, et les tomates poussaient à tel point que je n'arrivais plus à tout manger. Mon téléphone a sonné, un numéro inconnu, sans doute la prison, Tom appelant Jessica une fois par mois. Je l'ai laissé sonner 4 fois puis je l'ai mis en silencieux, parce que ce soir, c'était soirée tacos, et qu'Emma avait choisi le film. Certaines histoires ne finissent pas en grand spectacle, ni par un pardon parfait, ni même par une vraie conclusion. Parfois, elles s'achèvent avec de petits choix, comme celui de ne pas décrocher quand on sait qui appelle. Je me suis levée pour rejoindre ma famille, laissant mon téléphone sur la table pendant qu'une ombre grandissait sur le balcon. Il est temps de tourner la page, les amis. Merci de m'avoir laissé glisser mes petites remarques et observations tout au long de ce récit. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide plus que vous ne le pensez.